Bienvenue dans notre débat. Nous allons parler en particulier de l'institutionnel aujourd'hui. Alors rassurez-vous, nous serons très concrets malgré tout. Une question a refait surface tout récemment. Ne faudrait-il pas refédéraliser certaines compétences, le commerce extérieur, l'emploi, mais aussi d'autres secteurs clés comme l'énergie ou la mobilité, par exemple, autant de compétences qui sont aujourd'hui éclatées entre plusieurs niveaux de pouvoir. On va en parler avec deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, Joseph Pagano, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université de Mons et vice-recteur également. Et Jean Hendrix également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur à l'UCL et membre de l'Institut Itinéra. Peut-être une question assez générale à vous deux pour démarrer. Vous avez vu évidemment qu'il y a eu récemment une étude auprès des parlementaires pour savoir si ils étaient plus ou moins favorables à une refédéralisation de toute une série de compétences. Et une majorité, effectivement, voudrait davantage de Belgique. Est-ce que, Jean Hendrix, je vais commencer par vous, est-ce que davantage de compétences vers le fédéral, en particulier dans les matières économiques, ce serait une bonne chose ? Oui, donc il faut préciser que c'est une enquête auprès des parlementaires fédéraux. Hein, donc on leur demande en quelque sorte est-ce que vous voulez avoir plus de compétences. Je pense qu'on aurait fait ça au niveau régional. Ils ça aurait été différent. Plus de compétences à niveau. Donc, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a une véritable question concernant l'aspect économique de la fédéralisation ou de la défédéralisation. Je pense que c'est surtout un aspect communautaire et institutionnel qui a été mis en avant. Pour un économiste, ce qui importe, c'est savoir pourquoi essentiellement on doit refédéraliser ou défédéraliser et ensuite comment on doit le faire. Donc quand je dis pourquoi, c'est surtout l'argument principal chez les économistes, c'est l'argument de cohérence. Est-ce qu'on aura une politique plus cohérente si on le fait au niveau fédéral plutôt qu'au niveau régional ou communautaire? La cohérence et l'efficacité, on imagine. Et l'efficacité, c'est ça, donc dans l'action. Donc si on parle par exemple de lutte contre la criminalité ou le terrorisme ou les politiques de sécurité, on sent très bien que une politique plus cohérente exige une certaine forme de centralisation au minimum de l'information. Un meilleur partage de l'information, une meilleure circulation de l'information, ça paraît quelque chose d'assez important. Mais vous parlez de cohérence, une question, Joseph Pagano. On a vu cette semaine de grands débats à Bruxelles autour des tunnels. On peut dire que c'est bruxellois, mais c'est un outil économique important pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'un échec du système, à votre avis, de cette régionalisation, puisque finalement ce sont des outils qui servent à tout le monde? Mais c'est vrai que l'idée de régionalisation est liée aussi à l'idée d'utilisation par un groupe, une région, une communauté d'une certaine infrastructure. Si l'infrastructure est utilisée largement par tout le monde, il y a beaucoup moins de raisons de la régionaliser. Donc moi, je peux prendre l'exemple du chemin de fer, de la SNCB. Une SNCB régionalisée fonctionnerait probablement moins bien qu'une SNCB nationalisée, fédérale, qui ne veut pas dire qu'elle fonctionne bien, c'est une autre histoire, ne serait-ce que parce qu'on a un problème d'échange d'informations et de positionnement des trains des uns par rapport aux autres. Dans le cas de l'infrastructure bruxelloise, il faut effectivement se poser la question, est-ce que cette infrastructure est utilisée par les Bruxellois, très majoritairement, auquel cas une régionalisation ne pose pas de problème, ou est-ce qu'elle est utilisée par tout le monde? C'est le cas, effectivement. Les navetteurs sont importants à Bruxelles, on le sait. Il faut voir dans quelle mesure. À ce moment-là, l'idée d'une intervention d'une institution centralisée se justifie beaucoup plus. Mais s'il y a une intervention à ce moment-là, et ça c'est une question de compétence, Jean Hendrix, il faut qu'on retire certaines compétences à la région et qu'on les ramène au niveau fédéral, si le fédéral met de l'argent, non? Oui, donc ça c'est la question ensuite du comment. Une fois qu'on décide de refédéraliser ou de défédéraliser, c'est tant les compétences, mais la question des moyens qui suivent les compétences. Et on a vu que la grande difficulté de la 6e réforme de l'État, c'est de s'assurer que le transfert des moyens soit plus ou moins au prorata de l'importance des compétences pour éviter que sournoisement ou implicitement on fasse un refinancement d'une communauté ou d'une région au détriment de l'autre. Donc il faut s'assurer que quand on dit qu'on transfère les politiques d'emploi, les politiques d'aide à la jeunesse, toute une série de choses comme on l'a fait, les politiques familiales au niveau des régions et des communautés, que les moyens suivent au prorata. Et ça pose une véritable question dans ce pays, c'est de savoir est-ce qu'on a réellement une mesure objective du coût des différentes politiques? Donc le chemin de fer, la politique de transport et de mobilité, combien ça coûte exactement? Et si on décide de défédéraliser, il faut s'assurer que les enveloppes correspondent au véritable coût. Si on régionalise par exemple la justice, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais on n'a aucune idée de ce que ça coûte fondamentalement.
Et donc, on n'a jamais vraiment fait cet effort-là de comptabilité analytique, comme les économistes l'appellent, donc de calcul du coût, en fait, de différentes politiques et différentes mesures. La politique de sécurité, combien ça coûte fondamentalement, et à partir de là, avoir des enveloppes qui correspondent, parce que c'est facile de dire, regardez, on va lutter, par exemple, une politique contre le radicalisme, on nomme une personne anti-radicalisme. Et ça, c'est pas ça qui va régler le problème, vous voyez. Donc, il y a une disproportion entre, je veux dire, les compétences qu'on attribue à une région ou une ville, par exemple Bruxelles, on dit maintenant vous devez lutter contre le radicalisme et on vous donne un budget pour nommer une personne. Ça n'a aucun sens. Il y a le coût, il y a le budget, il y a une question d'image aussi, Joseph Pagano, parce qu'on a pris l'exemple des tunnels. On peut prendre l'exemple aussi récent de Audi-Forêt. Là, on a vu effectivement que les différents niveaux de pouvoir se tiraient un peu dans les pattes. D'un côté, il y a la conférence de presse du Premier ministre fédéral qui dit voilà, grâce à nous. Et puis Rudy Vervoort, au côté bruxellois, qui organise sa propre conférence de presse. L'image est quand même très troublée. Là. Très franchement, là, on n'est pas dans un problème économique. On est dans un problème mais avec un impact économique. Avec un impact économique, je suis bien d'accord. Mais le problème, il est là de se positionner du point de vue politique. Et comme c'est pas les gouvernements ne sont pas constitués par les mêmes majorités entre le chacun essaie de tirer la couverture. Mais je ne pense pas qu'on puisse tirer de ça des grandes leçons d'efficacité économique. Oui, bien sûr, on est sur le terrain politique. Hein, on est sur le terrain politique. Et une partie, parce que le débat est évidemment tout à fait intéressant, c'est vrai que la raison majeure pour laquelle on décentralise, c'est le terme le plus général d'une politique, c'est celle de l'efficacité, ce que Jean disait à l'instant. Mais il faut bien constater que dans un certain nombre de cas, la vraie raison n'est pas celle de l'efficacité, c'est celle d'accroître l'autonomie des régions, plus ou moins bien financées, comme Jean le disait fort justement, tout simplement parce que ces régions qui ont un fort contenu politique, ces régions veulent plus de pouvoir. Et vous avez des exemples aujourd'hui de domaines où on a fait pour des raisons politiques des régionalisations qui n'ont pas fonctionné. Il y en a un très clair. En fait, le plus grand poste en termes de budget qui a été décentralisé, c'est les allocations familiales. Voilà, les allocations familiales, il n'y a aucun sens économique à les régionaliser ou à les décentraliser. On peut très bien organiser ça puisqu'on dit toujours un enfant égale un enfant, quelle que soit sa communauté. Donc, c'est vraiment purement politique. C'est simplement pour dire, oui, voilà, on a transféré des compétences et donc des moyens au niveau. On a déplacé le centre de gravité, mais il n'y a pas de logique économique ou d'efficacité là derrière. On n'aura pas une politique familiale plus efficace parce qu'on. Il faut peut-être ajouter que non seulement il n'y a pas de logique d'efficacité économique, mais il y a même un problème d'équité qui se pose. Parce qu'on peut quand même se demander pourquoi un enfant de la communauté germanophone devrait recevoir un traitement en termes d'allocation familiale différent d'un enfant flamand ou d'un enfant bruxellois ou encore d'un enfant wallon. C'est une question de solidarité, là. Ce n'est pas seulement une question de solidarité, c'est aussi une question d'équité. Ça veut dire, est-ce qu'il se justifie qu'il y ait des traitements différents? Parfois, ça peut se justifier, en raison de l'âge ou peu importe. Il peut y avoir des raisons objectives qui expliquent qu'un traitement soit différent. Mais en l'occurrence, on ne voit pas pourquoi. Et donc, je suis d'ailleurs étonné que dans la discussion qui est rapportée dans les journaux, la question des allocations familiales ne vient pas du tout. Alors que c'est probablement le meilleur exemple de régionalisation ou communautarisation, puisqu'on a fait en fait les deux en même temps, qui n'a pas beaucoup de sens. Et si on parle par exemple de politique purement économique, aide aux entreprises, exportation, etc., on s'est rapproché des entreprises. Est-ce que ça c'est cohérent, sachant qu'une entreprise de chez nous, en général, elle est présente dans toutes les régions? Oui, donc, je veux dire, l'idée ici, par exemple, Bruxelles, on sait que c'est finalement la grande métropole belge. C'est un peu notre passeport ou notre carte de visite internationale. Et clairement, la Flandre, autant que la Wallonie, bénéficient de cette image de Bruxelles. Absolument. Moi, ce que je constate concernant Bruxelles, c'est si vous regardez sur les 15 dernières années la position relative de Bruxelles dans l'Europe, c'est une détérioration dramatique. En termes de production par habitant, c'est une baisse de 25% par rapport à la moyenne européenne. Photosystème ? Mais je pense qu'il y a un cumul de fautes et un partage de responsabilités, mais le résultat final est dramatique pour l'ensemble des régions belges. Et donc, on doit quand même se poser la question à un moment donné. C'est la réalité, c'est un fait que ça nous plaise ou non. Bruxelles, c'est la seule métropole véritable au niveau belge qui a une visibilité
dans le reste du monde. Alors précisément, Et ce fleuron, en quelque sorte, cette image, je veux dire, dans le monde, on connaît Bruxelles, on ne connaît pas nécessairement, c'est pas positionné la Belgique. Et donc, ça pose véritablement, c'est un peu dramatique. alors donc, voilà, on en revient précisément, vous l'avez dit à l'instant, à l'image de la Belgique à travers le monde. Alors en termes de délégation économique, oui. est-ce que ça a du sens qu'il y ait un représentant flamand, un représentant wallon, un représentant bruxellois? C'est toute la question quand même. Mais donc, bien sûr, en termes d'image, ça n'a pas de sens, d'autant qu'un Américain ne sait pas ce qu'est la Wallonie et ne sait probablement pas ce qu'est la Flandre, et un Chinois probablement pas non plus. En termes d'image, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est d'avoir des politiques économiques différentes dans la mesure où les situations sur le terrain sont différentes. Hein, donc, et il est manifeste, prendre le secteur de l'emploi, le marché de l'emploi, le marché de l'emploi est fondamentalement très différent en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Donc là, pour vous, clairement, ça a du sens d'éclater les compétences Bien entre sûr, les différentes ça a entités. du sens, Ouais. parce que ça permet alors d'avoir des politiques mieux ciblées sur les problèmes des uns qui ne sont pas des problèmes des autres. Il faut éviter ce que j'ai toujours appelé le fait d'être assis entre deux chaises. Mais même pour un travailleur, par exemple, on se pousse à la mobilité des deux côtés de la frontière linguistique, qui devrait passer et travailler en Flandre, alors qu'il habite du côté francophone, on tombe sur des législations différentes, c'est pas simple. Hein. Non, non, c'est pas simple, mais il ne faut pas exagérer les problèmes non plus. Il y a une énorme mobilité interrégionale en Belgique, souvent on l'oublie. Vous savez que plus de la moitié des emplois à Bruxelles sont détenus, occupés par des non-bruxellois, des Flamands, des Wallons et aussi des étrangers qui ne sont pas belges. Donc il ne faut pas penser que la mobilité du travail en Belgique n'existe pas. C'est vraiment une image qui est erronée. De même qu'il y a un flux de travailleurs résidant en Wallonie qui travaillent en Flandre et un flux moins important, mais on comprend qu'il soit moins important dans l'autre sens. Donc la mobilité existe aussi parce que le pays est tout petit. Alors, puisqu'on parle mobilité, Jean Hendrix, on revient régulièrement avec cet exemple du code de la route. Hein, on a parlé, Joseph Pagano a parlé tout à l'heure de la SNCB. Le code de la route, est-ce que ça aurait franchement un sens? C'est pas de cohérent. régionaliser Donc ça si l'objectif c'est la cohérence exige de l'avoir au niveau de l'ensemble du territoire. Un code de la route identique, ça paraît assez évident. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur Bruxelles parce qu'il y avait sous forme de boutade. Et en fait, ça vient de l'étranger cette boutade. C'est qu'on nous dit qu'on a 25 tunnels à Bruxelles et on a 19 échevins de la mobilité. Hein, on pourrait dire, si on voulait faire la boutade, il en manque 6 pour faire le compte. Ouais. Mais regardez la situation. Donc, qui s'occupe fondamentalement de la mobilité? C'est ça à un moment donné. Qui est le chef à bord et qui est responsable au final des problèmes de mobilité sur Il y a les Bruxelles? échevins, il y a le Et donc, ministre de la mobilité. cette espèce de au niveau régional dispersion et au des niveau fédéral. responsabilités Ouais. et ce partage des responsabilités signifie qu'à la fin, il n'y a plus personne qui est responsable. C'est dilué et donc. Et donc, on passe son temps à faire du ping-pong et à se renvoyer la responsabilité, mais à un moment donné, il faut une certaine forme de chef. Donc, je dis, si on voulait être plus efficace et simplifié, la véritable question, c'est pas tellement de savoir s'il faut recentraliser ou décentraliser, c'est de savoir pourquoi ne crée-t-on pas une agence qui va être totalement responsable de l'organisation de la mobilité sur Bruxelles et qui sera responsable devant les représentants parlementaires, fondamentalement, avec un budget spécifique. Rapidement, est-ce qu'on peut imaginer, ça ne paraît pas ça un retour en arrière, mais de revoir des choses qui ont été fédéralisées, régionalisées, c'est jouable Non. Non, je pense que politiquement, c'est impensable. Et même économiquement, il faut bien comprendre qu'entre-temps, des institutions se sont implantées, qu'il y a des administrations qui existent dans les régions, qui fonctionnent raisonnablement bien. Hein. Je veux dire, c'est pas le paradis. Hein. C'est une construction humaine, mais qui fonctionne raisonnablement bien. Revenir en arrière sur tout ça, personnellement, me paraît hautement improbable. Je pense la même chose. Par contre, je pense qu'il faut absolument renforcer le dialogue entre communautés et régions et essayer de développer des vraies plateformes, des task force. Et surtout, quand on voit l'exemple, je dirais, des tunnels à Bruxelles, c'est partager l'information. Que le ministre-président dise qu'il n'a pas vu le rapport d'il y a 3 ans sur l'état des tunnels, c'est quelque chose d'invraisemblable. Ouais. C'est risible. Et si je peux ajouter un élément, c'est pas possible de revenir en arrière. Mais s'il vous plaît, faisons attention lorsqu'on veut encore régionaliser d'autres éléments. Faisons attention à l'équité, faisons attention à la cohérence, faisons attention aussi à l'efficacité, parce que dans un certain nombre de cas, la régionalisation n'a pas apporté grand-chose en termes d'efficacité. Voilà, à suivre inévitablement. Merci beaucoup, Joseph Pagano. Merci, Jean Hendrix, d'avoir été avec nous pour ce débat.